Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Merci de choisir la 10e rue télévision pour vous informer. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Yoweri Museveni. Les deux chefs d'État ont passé en revue les opérations conjointes FARDC-UPDF au Nord Kivu et en Ituri. Le détail dans ce journal. À la une également, Vital Kamerhe désigne Nicolas Kazadi. Le président de l'Assemblée nationale fait des révélations chaotiques sur la mégestion de l'ancien ministre de Finances tout en démontrant le détournement de la rétrocession des enveloppes destinées aux ETP. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous et à chacun si vous venez de vous joindre à nous. D'abord, cette actualité, un hélicoptère militaire des FARDC a connu un crash ce mercredi 30 octobre dans les avant-midi sur la piste de l'aéroport de Ndolo. D'après les sources militaires sur place, tous les 3 passagers à bord, à savoir pilotes, copilotes et techniciens qui étaient des expatriés, sont tous décédés. Le pilote a été coincé dans l'appareil avec sa ceinture de sécurité et est mort sur place. Et les 2 autres membres de l'équipage sont décédés alors qu'ils étaient en train d'être acheminés à l'hôpital selon les mêmes sources. Paix à leurs âmes. Poursuivons ce journal par cette actualité comme annoncé au titre échange ce mercredi 30 octobre entre le chef de l'État congolais et son homologue ougandais. Ils ont abordé la situation sécuritaire dans l'Est, notamment les opérations conjointes menées par les FARDC et les UPDF contre les terroristes de ADF dans le Nord Kivu et l'Ituri. Reportage. Arrivé en début d'après-midi en ATB, le président Félix Tshisekedi a été reçu au State House par son homologue Yoweri Museveni et pour une séance de travail à huis clos portant sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et cet entretien entre les 2 dirigeants intervient 2 semaines après la réunion tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs de FARDC et des UPDF pour évaluer les opérations conjointes menées et contre les terroristes ADF au Nord Kivu et en Ituri. Le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, le haut représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda, le chef d'état-major général de FARDC et d'autres membres de son cabinet l'accompagnent. Et d'autres membres du cabinet du président de la République accompagnent Félix Tshisekedi à cette mission de travail. Et d'autres membres du cabinet du chef de l'État accompagne le président Tshisekedi à cette mission de travail. Après l'Ouganda, le chef de l'État est attendu à Bujumbura, au Burundi, où il prendra part au 17e sommet de chefs d'État et des gouvernements du COMESA. Et à l'Assemblée nationale, la commission ECOFIN a présenté à la plénière du mardi 29 octobre 2024 le rapport de projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et celui de finances rectificatives du budget 2024. S'agissant du premier projet, le rapport a indiqué qu'il ressort une augmentation du budget de 44 410 millions de francs congolais par rapport au budget initial prévu en équilibre de 40 986 millions de francs congolais, soit une augmentation de 8,4%. Reportage. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont aussi reçu un regard particulier au cours de ces travaux de l'ECOFIN auxquels ont pris part les syndicalistes de certains secteurs publics du pays sur demande du président de la Chambre basse du Parlement. Les recommandations formulées par l'ECOFIN étant à l'endroit de l'Assemblée nationale et du gouvernement congolais gravitent autour d'eux. Poursuivre les réformes entreprises depuis quelques années en matière de lutte contre l'écoulage de recettes de l'État. Mais vous trouvez qu'il y a des postes de dépenses qui ont connu des dépassements alors que les secteurs vitaux et sensibles connaissent un taux d'exécution extrêmement faible, 2%, 1%, au profit des études qui en réalité ne donnent rien, au profit des investissements qui prennent pour la plupart 70% des études. Donc en réalité, c'est à nous Congolais de nous lever et dire que le budget en soi, c'est une expression chiffrée d'une volonté politique. Après lecture de ces 2 rapports accueillis avec acclamation, 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces 2 projets de loi. 2 ont voté contre, aucune abstention n'a été manifestée.
Par conséquent, l'Assemblée nationale a voté ces deux projets de loi. L'heure, donc, maintenant à la préparation de l'examen du budget 2025, essence même de cette session budgétaire. Toujours au cours de cette plénière, Vital Kamerhe a fustigé la gestion de finances publiques de l'ancien ministre de Finances Nicolas Kazadi. Plusieurs griefs sont retenus à sa charge, notamment le paiement de dettes à procédure d'urgence avec un taux de 51%, une première en République démocratique du Congo. On l'écoute. Mais vous avez aussi relevé que ce n'est pas le fait seulement du ministère des Budgets et des Finances, mais il est question que l'on puisse établir les responsabilités de chaque responsable de ces actes de mégestion. Quand vous dites que pour les PDL 145 territoires, c'est 88 milliards de dollars seulement, soit 6%, au moment où la dette non certifiée, les dettes non certifiées représentent 450 milliards, on se demande où se trouve la priorité finalement de l'État congolais. Est-ce que le gouvernement n'a pas contredit tout ce que l'autorité suprême, le président de la République, avait décliné comme priorité et se concentrer finalement au confort des individus, puisqu'on dit remboursement des dettes qui ne sont pas certifiées? On se pose la question, ces dettes pour avoir livré quoi? Par exemple, les dépenses de 95%, 100% d'investissement sont de 85% pour les études. Quelles études, alors que tous les ministères, y compris même l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons des bureaux d'études, direction d'études. Quelles études peuvent coûter autant d'argent? Vous payez des dettes de 450 milliards de francs congolais, 450 000 milliards de francs congolais, dont 51% en procédure d'urgence. Et pour les investissements qui devaient toucher les routes de dessert agricole, les écoles, les centres de santé, les routes d'intérêt général, l'agriculture avec sa mécanisation et tout ce qui va avec l'eau et l'électricité, tout ce qui touche à l'homme. Vous donnez 98 000 milliards dans le cas des PDL 145 territoires, qui est au fait le programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République. Sécurité dans ce journal, accompagné du gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, et du chef d'état-major, le général adjoint en charge des opérations et renseignements, le général Jacques Ndourou, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a présidé le conseil territorial de sécurité à Moba afin de consolider l'autorité de l'État, et il a par la suite profiter de l'occasion pour visiter quelques infrastructures de la FRDC dans cette partie du pays. Manuela Kitalongoy dans cet élément. Aussitôt arrivé dans les territoires de Moba, à Kalemi, en province du Tanganyika, les patrons de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a présidé les conseils territoriaux de sécurité en vue de consolider l'autorité de l'État, réunissant les autorités locales de différents secteurs, les officiers militaires de la garnison de Moba, ainsi que le chef coutumier de différentes chefferies de ces territoires. Les discussions ont tourné autour des défis sécuritaires spécifiques du dit territoire, notamment les dossiers de la milice Mutono qui présente la volonté de déposer les armes et de se rendre sans combattre. Saisissant l'occasion, les VPM de la défense a sollicité l'implication des chefs coutumiers dans le processus de restauration de l'autorité de l'État afin de garantir une approche inclusive et participative pour une paix durable telle qu'est voulue par le commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi. S'en est suivi la visite de quelques infrastructures afin d'évaluer les capacités opérationnelles de troupes de cette partie du pays, notamment les bâtiments de la territoriale, la visite de cette maison en ruine, historiquement connue sous le nom de la colline de l'État, rappelant la guerre de Moba 1 et 2, ainsi qu'une descente aux édifices de la 222e base navale en état de délabrement très avancé, située en port international de Moba. Pendant Moba, il y avait
Il y avait beaucoup de... vous allez rechercher dans les archives. Il y a lieu de rappeler que le territoire de Moba est stratégique pour les forces armées de la République, car il ouvre ses frontières lacustres à 2 pays, à savoir la Tanzanie et la Zambie. Et de son côté, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a tenu une séance de travail dans son cabinet de travail avec les représentants des pétroliers. Les questions liées au fonctionnement du secteur ont été passées en revue, notamment les prix du carburant. 10 jours après la décision gouvernementale révisant à la baisse le prix des produits pétroliers à la pompe, le VPM de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, tient à maintenir un dialogue permanent avec les pétroliers pour pérenniser cette baisse. Au cours de cette séance de travail, toutes les questions liées au fonctionnement harmonieux du secteur ont été passées en revue. Daniel Mukoko Samba, qui mène un combat acharné contre la vie chère, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré les pétroliers que dès la fin de la semaine prochaine, une grande partie de l'enveloppe du manque à gagner sera mise à leur disposition. Satisfait de la réaction du vice-premier ministre de l'économie nationale, Franck Bozard, directeur général de l'associé et président du groupement professionnel des distributeurs de produits pétroliers, a rassuré qu'il n'y aura pas de pénurie et moins encore un problème dans la chaîne de distribution. Cette rencontre a permis de nous éclairer et de nous rassurer pour que nous puissions continuer à travailler main dans la main, comme nous l'avons toujours fait, en vue de l'approvisionnement régulier du pays. Et il n'y aura pas de problème de pénurie, comme d'aucuns ont voulu le dire. Qu'est-ce qui explique le long fil constaté dans les stations-service juste après la baisse du prix de carburant? Le directeur général des Total RDC, Baba Diallo, explique. Notez sur les stations-service sont liés au fait qu'il y a eu un engouement suite à cette baisse de prix. À ce jour, je pense qu'il y a beaucoup moins de fils, sinon il n'y en a plus. Les pétroliers ont salué la décision de la baisse du prix du carburant dans la mesure où elle vise à réaménager les paniers de la ménagère. D'un ministère à un autre, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akacia Bandoubola, a reçu en audience dans son cabinet de travail son collègue Marc Ekila, ministre de la Formation professionnelle. Les 2 personnalités membres du gouvernement souminois ont échangé sur le vaste programme de construction de centres de formation professionnelle dans plusieurs coins du territoire national. Jésus Socha signe ce reportage. Toutes ces démarches ont comme objectif relever les niveaux des centres de formation professionnelle en République démocratique du Congo. Marqué qu'il a sollicité et obtenu une audience auprès de son Excellence Akacia Bandoubola, ministre d'État en charge des affaires foncières, pour lui présenter les préoccupations en rapport avec son ministère de la formation professionnelle. Le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de construction de centres de formation et le ministre des tutelles, Marqué Kila. Dans la quête de l'espace, nous voulons faire les choses en harmonie avec toujours le ministère d'État aux affaires foncières. Voilà pourquoi j'ai encore posé ce second problème et l'a promis de voir dans quelle mesure s'impliquer. Parce que la finalité, c'est finalement, vous le savez, avec tout ce qu'il y a comme conflit foncier, de ne pas tomber dans les cas de superposition. Voilà, il fallait vraiment passer par accompagnement de la MINETA et elle a reçu notre requête favorablement. Marqué qu'il a trouvé sur sa table quelques sites disponibles au profit du dit projet. Le constat est que la plupart de ces sites ne sont pas couverts de titres légaux. Voilà pourquoi le ministre de la Formation professionnelle s'est rendu chez la ministre d'État en charge des affaires foncières afin de lui faire part de cette préoccupation et voir dans quelle mesure du possible elle pourra aider quant à l'obtention des documents légaux. La ministre d'État en charge des affaires foncières et quant à elle a promis son accompagnement, signalant que sous la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement Judith Souminois a la volonté de viabiliser le centre de formation professionnelle en vue de relever leur niveau. Marqué qu'il encourage aussi le jeune à s'adonner aux formations professionnelles en vue d'accéder facilement à l'emploi et participer au développement de la société.
Toujours dans l'actualité, le régime commercial simplifié RECOS a été lancé officiellement ce mercredi 30 octobre au niveau des postes frontaliers de Kavimira et de Gatumba par le ministre congolais du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et la ministre burundaise du Commerce, Industrie, Transport et Tourisme, Marie-Chantal. Ce lancement est un ouf de soulagement pour les petits commerçants et les populations vivant au niveau des frontières entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Paul Senga dans cet élément. Les communiqués finaux signés par ces deux ministres listent 66 produits qui sont concernés par ce régime commercial simplifié RECOS qui vient désormais simplifier les procédures de dédouanement et la réduction du coût des transactions commerciales, permettant ainsi aux petits commerçants transfrontaliers de bénéficier des droits des douanes mais aussi du passage rapide et clair. Le lancement du RECOS vient renforcer la coopération commerciale et économique entre la République et les fait attendre Julien Paluku Kahongya qui a annoncé qu'il vient de suspendre uniquement pour le Burundi la mesure interdisant l'importation temporaire de quelques produits. Je tiens à préciser que ce sont des produits d'origine de chaque pays. Les administrations douanières, les administrations de migration, les administrations sanitaires sont instruites à respecter la volonté des deux chefs d'État parce que son Excellence Évariste Ndayishimiye et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi tiennent à consolider les relations économiques entre les deux pays. Il y a eu quelques temps, j'ai pris une mesure, mais au regard de l'accord commercial que nous avons avec le Burundi, au regard du lancement officiel de ce régime commercial simplifié, j'annonce solennellement la levée de cette mesure pour que les produits burundais entrent au Congo et les produits congolais entrent au Burundi. Une décision très saluée par la ministre burundaise du Commerce, Industrie, Transport et Tourisme, Marie-Chantal Njimbere, très fière de la mise en application du régime commercial simplifié RECOS. Très soulagés, les petits commerçants par les biais de leurs représentantes ont jeté des fleurs au gouvernement congolais et burundais. C'était également l'occasion pour la FEC Sud Kivu et la Chambre fédérale de commerce et industrie du Burundi de plaider pour la mise en place d'un comité mixte de suivi de la mise en œuvre de ces régimes commerciaux simplifiés. Signalons que les deux ministres ont visité les infrastructures au niveau des frontières communes et ont découvert la maquette des infrastructures qui seront construites dont les ports à arrêt unique et marché dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, PFCIGL en sigle, avec l'appui de la Banque mondiale, de l'Union européenne et du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA, félicité par les deux gouvernements. Chose promise, chose due. Une équipe des affaires sociales dépêchée à la maison communale de Barumbu pour évaluer les besoins de familles touchées par les pluies qui se sont abattues à Kinshasa. Une démarche menée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, après l'audience accordée à l'élu de la Lukunga, Van Walesa, venu solliciter son implication. Paul Senga signe cet élément. Depuis janvier 2024, deux familles vivent à la Belle Étoile, à la maison communale de Barumbu. Elles sont victimes de pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa en cette période. La commune ayant décidé de le mettre dehors, le député national élu de la Lukunga, Van Walesa, a fait le pied des grues à différents ministères pour tenter de trouver une solution pour ces sinistrés. Auprès de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, l'élu de la Lukunga a une oreille attentive et un cœur sensible. En tout cas, je suis vraiment de la joie ce matin parce que nous avons beaucoup échangé sur les dossiers qu'on n'arrivait pas à trouver la solution il y a quand même quelques semaines. Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Aziza, elle nous a écoutés et ce qui m'a surpris est qu'elle a vite réagi pour donner la solution au plus vite possible. Moi, je m'attendais qu'on parlait juste pour mettre des mises au point et voir ce que nous pouvons faire après. Mais elle m'a dit, Van, moi je ne travaille pas comme ça. Alors nous allions faire en telle sorte que nous puissions faire réagir au plus vite pour que ces familles, ces sans-abri, puissent quand même retrouver le droit d'avoir de maison aussi, d'être comme tout le monde. À peine les échanges terminés, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a dépêché une équipe sur place pour évaluer les besoins.
À la fin de la descente, le député national marqué par la promptitude de la ministre est revenu et pour lui rendre compte et envisager la réponse adéquate. Faisons un tour à l'inspection générale de finances où l'inspecteur général de finances, chef des brigades de province et entités territoriales décentralisées, Christophe Bitasimois, a pris part à une conférence de membres du rassemblement des leaders de développement organisé par le jeune de cette structure, Khalid. Il était question pour l'émissaire de Jules Alinguet de présenter cette institution rattachée à la présidence de la République dans son combat de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Manuela Kitalungoy et Marco Elda nous signent cet élément. Après les jeunes protestants, l'inspecteur général des finances, chef de brigade des provinces et entités territoriales décentralisées, Christophe Bitasimois, a été mandaté à nouveau par le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguet, samedi 26 octobre 2024, pour prendre part à la conférence organisée par les membres du RALID. Entendez par là le rassemblement des leaders pour le développement. Comme partout ailleurs, le représentant de Jules Alinguet a, dans son exercice pédagogique, présenté l'inspection générale des finances dans son combat de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en partant du bilan de 2019 jusqu'en 2023. Ayant été face aux jeunes, l'inspecteur général des finances, Christophe Bitasimois, a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à prendre leurs responsabilités en vue de lutter contre les antivaleurs, dont la corruption sous toutes ses formes. Et la jeunesse est un peu en charnière entre la famille et les responsabilités. Les jeunes sont encore à la maison, pour la plupart, et demain, c'est eux qui vont prendre en main les responsabilités, les rênes du pays à tous les niveaux. Donc, lorsqu'on cible les jeunes comme une partie de la population à sensibiliser, nous pensons que nous sommes dans les bons. Et des occasions comme ça sont des occasions qui nous permettent justement de passer le message et leur inculquer les bonnes valeurs pour que demain, ils puissent redresser la pente. Un message très bien capté par l'assistance qui promet de faire le relais. Et le président du RALID, pour sa part, a loué le travail qu'abat l'inspection générale des finances. Déjà, il s'avère très important d'avoir l'IGF dans ce genre d'activité parce qu'il n'y a pas mieux que de préparer les décideurs de demain, dès aujourd'hui, à ne pas être des délinquants sur le plan de la gestion. Donc, il nous a été très bénéfique et très important d'avoir l'IGF. Et vous avez bien suivi les propos de M. l'inspecteur général des finances qui a martelé sur comment on devrait déjà se comporter en famille lorsqu'on est élevé jusqu'à arriver dans les institutions. L'inspection générale des finances, ce service qui suit à la lettre les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'implémenter la bonne gouvernance, travaille aussi dans un principe de redevabilité vis-à-vis des populations, d'où sa participation à ce forum. Signature ce mardi 29 octobre à Bunia du contrat de collaboration entre la FEC et le gouvernorat de la province de l'Ituri pour l'afflatage de la province de la voirie urbaine de Bunia. Ce contrat consistera également à la perception de la taxe conventionnelle à l'implantation de produits pétroliers. Les grandes lignes de ce contrat avec Manuela Kitalungoy. Dans le cadre d'améliorer les conditions de vie de la population iturienne par la construction des infrastructures routières, la modernisation de la voirie urbaine ainsi que la bonne gouvernance, la province de l'Ituri et la FEC viennent de signer un partenariat de financement. Les résultats sont palpables, les routes praticables, la ville de Bunia en pleine modernisation. C'est ce qui a motivé cette signature, reconnaît Lonema Batimukwa, président provincial de la FEC en Ituri. La convention pour l'asphaltage des voiries urbaines, notre convention avait déjà pris fin. Alors nous sommes censés toujours de collaborer avec le gouvernement provincial pour le bien-être de notre population.
Mais avec le gouvernement provincial, ça va très bien. Nous osons croire que, comme nous venons de renouveler cette convention, les travaux vont maintenant prendre d'autres allures et ça sera la satisfaction de toute la population itourienne. Pour Dani Mugissa, président des importateurs de produits pétroliers en Ituri, l'objectif c'est d'atteindre 100 km de routes asphaltées, d'où une sensibilisation de ses pairs. Nous avons gardé le même contrat avec le même montant de $1000 par camion citerne et ça doit être continuel. Dans 5 ans, nous allons faire encore la différence d'atteindre au moins 5 km. Notons que la province de l'Ituri, sous état de siège, signe ses contrats dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle surtout d'émergence et du développement intégral en vue de trouver des solutions durables aux problèmes de la population. À ce jour, la ville de Bunia compte plus de 35 km de routes asphaltées. Ce contrat vient assurer. Vous voyez, c'est pour la postérité. C'est par cet élément de la province que nous bouclons ce journal. Place au rappel des titres si vous nous avez pris en cours de diffusion. À la une de ce journal, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Yoweri Museveni. Les deux chefs d'État ont passé en revue les opérations conjointes FARDC-UPDF au Nord Kivu et en Ituri. Vous avez suivi également le président Vital Kamerhe a taclé Nicolas Kazadi, président de l'Assemblée nationale, a fait de révélations chaotiques sur la mégestion de l'ancien ministre de Finances tout en démontrant le détournement de la rétrocession des enveloppes destinées aux ETP. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de l'attention accordée. Bonne suite de programme sur la 10e rue Télévision car l'info reste continue. Dixième rue, ma télé.